ce troisième numéro de Pas vu à la télé, nous recevons Héloïse Lebourg, qui a la double qualité d'être une journaliste indépendante et quelqu'un qui a touché de près le dossier des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire cet endroit de la société où des gens prennent des risques considérables pour rester en accord avec eux-mêmes et avec leur morale de la vie en commun. Bonjour Héloïse. Bonjour. Merci d'être venue. Alors on commence tout de suite par le zapping. En anglais, on dit un whistleblower, littéralement celui qui souffle dans le sifflet. Ce sont des gens dont ce n'est pas le métier de parler et qui risquent de perdre leur travail s'ils donnent une information interne à leur entreprise. C'est une femme médecin en France qui dénonçait les effets secondaires catastrophiques d'un médicament, le Mediator, prescrit comme amaigrissant mais responsable a priori de graves complications cardiaques ayant causé le décès de centaines de patients. Eileen Chubb, elle aussi, a tout perdu après avoir dénoncé avec 6 de ses collègues les exactions dont elle fut témoin lorsqu'elle était employée dans une maison de retraite gérée par le groupe Bupa, une multinationale du secteur de la santé. S'il n'y avait pas eu de donneur d'alerte déterminé, on n'aurait jamais mis fin au scandale du sang contaminé. On peut parler des prothèses mammaires, PIP. Oui. C'est aussi un ouvrier lanceur d'alerte, donc ça peut être n'importe qui. UBS a porté plainte contre moi pour avoir osé poser des questions sur le démarchage illicite, l'évasion fiscale, et ça m'avait valu de me retrouver au tribunal. Selon l'enquête en cours, UBS aurait dissimulé plus de 12 milliards d'euros au fisc français via des comptes offshore. Scandale du Wikileaks avec, dans le rôle du principal donneur d'alerte, le soldat Manning, actuellement jugé pour avoir révélé par milliers des documents militaires sur la guerre d'Afghanistan. Ils prennent leurs risques, mais ils se trouvent d'abord seuls et ils ont beaucoup de mal ensuite à retrouver un emploi, à retrouver du travail, etc. Vous faire craquer. On n'attend que ça de vous puisque vous êtes une miette devant cette multinationale ultra puissante. Plusieurs ONG se sont rassemblées au pied de la Commission européenne pour réclamer une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Antoine Deltour, à l'origine des fuites sur le LuxLeaks, et le journaliste Édouard Perrin qui a relayé ces informations, sont tous deux poursuivis par la justice luxembourgeoise dans cette affaire. Si nous ne comprenons pas les intentions politiques, les pouvoirs et les moyens exacts utilisés par ceux qui nous gouvernent, les choix nuisibles qu'ils font en notre nom, si nous ignorons tout ça, alors nous ne sommes plus des citoyens, mais des gens assujettis à ces gouvernements. Bon, alors c'est le moment de présenter mon invité, Héloïse Lebourg, qui est journaliste au site en ligne Reporter. Elle est aussi à l'hebdomadaire Politis, que tout le monde connaît l'un et l'autre, et elle participe à de nombreux médias. Je le précise pour signifier que ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors du système médiatique, elle est dedans, à une place particulière, mais c'est ce qui va donner du prix à son regard, car c'est un regard de professionnel. Et d'un autre côté, elle est à l'initiative d'un site lui-même, qui s'appelle Mediascope. Non, Mediacop. C'est un site qui s'appelle Mediacop, à ne pas confondre avec Mediascope, qui travaille avec moi, comme chacun le sait. Et ce site est le point de départ d'un système plus large de rencontres pour l'indépendance des médias. Et c'est dans ce cadre qu'elle-même, dans ses enquêtes, produit une série de 6 films sur les lanceurs d'alerte. Donc j'ai trouvé la bonne personne qui peut à la fois parler du système médiatique et des lanceurs d'alerte avec un regard de l'intérieur. Bon, j'ai tout dit, Héloïse, il manque quoi? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes un bon journaliste, c'est bien. Merci. Oui, non, c'est bien. Effectivement, la seule chose, c'est que vous dites que Mediacop est à l'initiative. C'est pas vraiment ça. Mediacop fait partie de la coordination permanente des médias libres. Cette coordination permanente des médias libres regroupe 60-70 médias indépendants en France, puisqu'effectivement, nous sommes quand même assez nombreux à lutter pour l'indépendance des médias. Et notamment sur ce thème des lanceurs d'alerte, c'est très important d'avoir un média indépendant pour pouvoir dénoncer les choses, effectivement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on est sur les lanceurs d'alerte. Un mot, on va dire que je parle beaucoup, pour expliquer comment moi j'en suis mis à m'y intéresser, parce que sinon, comme beaucoup de gens, je serais passé à côté, tellement le mur est épais qui sépare les lanceurs d'alerte de l'opinion publique et
des décideurs politiques. Pour moi, le point de départ, ça a été la rencontre avec Assange, et je n'en revenais pas que quelqu'un qui ait rendu un tel service à notre pays, et qui ait quand même fait le b.a.-ba du journalisme, c'est-à-dire donner à voir, permettre de savoir, soit traité comme il est pour finir enfermé dans une ambassade dans laquelle il est coincé depuis plus de 2 ans, je crois maintenant, ou 3 ans. Et puis ça, c'était ma première alerte sur les lanceurs d'alerte. Et la deuxième, ça a été à Moussaron. Et justement, bon, j'ai une question sur Moussaron, puisque je m'y suis rendu, et donc j'ai sélectionné dans les questions qui nous ont été proposées, celles qui venaient sur ce thème, peut-être pour permettre de commencer notre échange. Bonsoir Héloïse, bonsoir Jean-Luc. Le Parti de gauche et la Commission Enfance se battent depuis maintenant le 1er novembre 2013 aux côtés des lanceurs et lanceuses d'alerte de Moussaron qui ont révélé des faits de maltraitance graves sur des enfants en situation de handicap. C'est une affaire malheureusement qu'on a eu du mal à médiatiser alors que pour nous c'est une lutte emblématique autour de la bientraitance et de la bienveillance auprès de ces enfants et pour, je dirais, des soins adaptés à leur situation et à leur handicap. Donc moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Héloïse, c'est comment tu as eu connaissance de cette lutte et surtout, pourquoi tu as décidé de faire le premier film sur les lanceurs d'alerte sur cette lutte. Merci. Alors c'est simple, effectivement, c'est en 2013 que ça a été un petit peu mis sur la place publique, cette affaire Moussaron, mais ça remonte déjà bien plus longtemps, puisqu'il y a déjà eu 2 autres lanceurs d'alerte avant celle de 2013. Comment j'ai été au courant? C'est tout simplement la lanceuse d'alerte Céline Boussier, dont on parle là, qui m'a alertée par les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit... je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce d'instinct journalistique, hein. Alors c'est bizarre, hein, parce que les instincts de journalistes généralement c'est pas terrible, mais là j'y suis allée en fait, je suis allée rencontrer Céline qui était avec la lanceuse d'alerte de 99 et elles m'ont raconté toute leur histoire, elles m'ont donné un dossier épais comme ça, avec des mamans. Et avec voilà, c'était effroyable, etc. Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup de mal à m'empêcher de pleurer devant tout le monde. Peut-être qu'il faut qu'on raconte l'histoire de Moussaron, parce que voilà. Alors Moussaron, c'est un IME, c'est un institut médico-éducatif qui héberge des enfants malades, enfin handicapés. Et cet IME a des fonctionnements un peu étranges. Alors on ne peut pas dire maltraitance. Si je vous dis maltraitance, je suis condamnée en diffamation. Puisque Europe 1 a dit maltraitance, une des journalistes de Europe 1 a prononcé le mot maltraitance et est condamnée en diffamation. Puisque Céline Boussier a dit maltraitance et qu'elle est condamnée en diffamation aujourd'hui. Donc on n'a pas le droit de dire que c'est de la maltraitance. Alors on va parler de dysfonctionnement, puisque pour l'instant la justice n'a pas tranché en fait. Et donc, mais malgré tout, il y a eu des caméras cachées, des choses comme ça. Il y a eu une émission de Nicolas Bourgoin, de mes confrères, qui démontre vraiment ces dysfonctionnements. Donc je ne sais pas, moi en tant qu'être humain, en tant que maman, quand on couche un enfant qui fait 1m60 dans un lit d'1m20 et qui ne peut pas tendre ses jambes, c'est pour moi de la maltraitance. Quand on met des enfants sur des pots le matin, les uns en randonnion, les uns à côté des autres, sans qu'il y ait le respect le respect de pudeur, etc., c'est pour moi de la maltraitance. Bon, pour l'instant, la justice n'a pas tranché. Donc, à un moment donné, il y a des salariés qui sont un peu, qui ont considéré que c'était intenable. Parce que c'est intenable, surtout quand on y bosse, quoi. Et donc, qui ont alerté. Et cette alerte, eh bien, ça a coûté bien évidemment un licenciement pour faute professionnelle. Ça a coûté des menaces, ça a coûté des procès en voiture, en voilà. Ça date depuis 95. Premier lanceur d'alerte 95. Deuxième lanceur d'alerte 99. Bernadette 99 est condamnée. Aujourd'hui, c'est Céline Boussier qui prend le relais de cette affaire, qui aujourd'hui est aussi accusée pour diffamation, qui est donc licenciée, qui aujourd'hui vit au RSA.
son simple tort, en fait, c'est d'avoir alerté. Et alors que la société civile, la société juridique, la société dans toute sa splendeur aurait dû la soutenir en disant oui, effectivement, ces enfants sont des enfants maltraités. Voilà. Bon, voilà, je vais en diffamation, je l'ai dit, tant pis. Je crois que je le suis déjà de toute façon. Non, mais on le laisse, je m'en fous. Et donc du coup, moi, quand j'ai rencontré, donc il y avait une maman dont le fils était mort à Moussaron. Il y avait une maman dont la petite fille, Maïlis, était totale régression. C'est-à-dire que c'est un enfant, quand elle est arrivée à Moussaron, qui montait des escaliers, qui mangeait toute seule, et quand la maman l'a récupérée le week-end, bavait, ne mangeait plus et ne pouvait plus marcher. Donc et voilà, et puis il y avait donc Céline et Bernadette. Et donc on a discuté. Et là, je leur ai dit, mais attention, là, faites attention. Parce que si vous n'êtes pas entendu, c'est que la personne contre laquelle vous protestez, donc le directeur de l'institut, c'est quelqu'un de puissant. Et voilà, et pour moi, la définition du lanceur d'alerte, effectivement, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est censé alerter un dysfonctionnement dans son entreprise ou dans une structure, ou même un citoyen qui est censé alerter sur quelque chose qui ne va pas. Non, en fait, pour moi, un lanceur d'alerte, c'est le combat des faibles contre les forts. On en est là, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez raison, mais que vous êtes contre quelqu'un de plus fort que vous, c'est-à-dire contre quelqu'un qui est protégé, qui a, pourquoi pas le procureur de la République avec lui, qui a, pourquoi pas les meilleurs avocats, qui a, pourquoi pas des hommes politiques, par exemple, etc., qui vont le soutenir, eh bien, les gens, même s'ils ont raison, auront tort. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et ça m'a révoltée. Alors, il faut savoir qu'en tant que journaliste, moi, j'ai fait mon enquête, c'est-à-dire que voilà, sinon c'est trop facile, n'importe qui peut se dire lanceur d'alerte et peut dénoncer plein de choses parce qu'il est fâché avec son patron, parce qu'il est fâché avec son collègue, etc. Donc on a enquêté, ça a mis 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, on a dit à Céline, voilà, nous on a toutes les preuves, on a tout blindé, on a travaillé avec des avocats, on a travaillé avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé, etc. Et on se rend compte que ce que tu dis, effectivement, tu as eu raison de le faire, et ce que tu vis n'est pas normal. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était ça. C'était en fait cette descente aux enfers que vivent les lanceurs d'alerte aujourd'hui en France. Aucune protection, véritablement. Bon, moi, je me permets de t'interrompre une seconde, parce que dans l'affaire Moussaron, ça a été très loin. De cette petite lanceuse d'alerte, c'est arrivé jusqu'à l'ONU. Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, s'est exprimée sur le cas de Moussaron en montrant que la France ne traitait pas correctement les enfants dans cet institut médico-éducatif. Et bon, quand même, ça vaut la peine d'être dit. C'est énorme comme conclusion, comme impact de l'alerte lancée. Oui, c'est ça. C'est en fait l'ONU, en parlant du mauvais traitement sur les enfants, a pris comme exemple Moussaron. Alors après, on espère que ça va avoir un impact effectivement sur la suite pour les lanceurs d'alerte. Est-ce que les gens qui ont poursuivi en diffamation des particuliers en France ont aussi protesté et poursuivi en diffamation l'ONU? Ben voilà, c'est la question que Céline justement a mis dans un de ses communiqués de presse, je sais, en disant si c'est pas moi qui le dis, mais l'ONU qui le dit, est-ce que vous allez en diffamation? Les puissants ne s'attaquent qu'aux faibles, jamais à plus puissants qu'eux. Vitesse. Alors bon, pour terminer ce premier tour, j'ai une question justement sur le statut de ces lanceurs d'alerte. Alors on l'écoute. Bonjour Héloïse et Jean-Luc, une petite question sur le droit maintenant. Pensez-vous que les lanceurs d'alerte sont suffisamment protégés par le droit français? Bon, alors... C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question parce que, alors effectivement, vous avez certainement entendu parler de Sapin qui annonce qu'il va faire une loi anticorruption et que donc il va protéger les gens qui vont pouvoir agir contre la corruption, ou en tout cas dénoncer la corruption. Bon, ok. Vous avez peut-être entendu parler de cette loi de la protection des sources des journalistes qui devrait inclure les lanceurs d'alerte, mais pas ceux de la finance, parce que ceux-là, on va peut-être se les garder quand même sous le coup. Pourquoi c'est pas ceux de la finance? Parce que, à mon avis, voilà, il y a... Mais c'est dit comme ça? Oui. Enfin, en tout cas, il y a une énumération, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le médico-social, etc. Mais en fait, on s'en fiche de ces lois, on s'en fiche parce que de toute façon, encore une fois, c'est la loi du plus fort qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire... non, je ne suis pas d'accord, mais on ne s'en fiche pas de la loi. La loi,
c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège, disait Lacordaire. Donc bien sûr. avoir des bonnes lois, c'est important. Oui, mais ça c'est dans les textes en fait. Par exemple, à Moussaron dont on parlait, il est interdit de maltraiter un enfant. Et pourtant à Moussaron, c'est ce qui se passe. Parce que voilà, il y a des je sais pas, il y a des protections des uns des autres, etc. qui font que s'il y a quelqu'un qui embête, eh ben on le massacre. C'est ça. Puis il y a un effet de système. Comme j'ai rien dit à tel moment, alors je peux rien dire maintenant. Exactement. Et donc comme je peux rien dire maintenant, autant que personne ne dise rien. Donc on voit l'effet de système qui peut se construire. Pour nous, un exemple, pardon. Oui. J'ai pas l'habitude de couper des hommes politiques, ça me fait plaisir, je me lâche. Un exemple, c'est par exemple dans l'Institut Moussaron, on pourrait parler de celui des Grillons, par exemple, à Montluçon aussi, enfin voilà, où il y a des gens qui alertent sur donc, des cas de maltraitance, et puis finalement, tous les collègues, tous les salariés sont d'accord avec ce que disent les lanceurs d'alerte, mais aucun ne veut prendre le risque. Parce que quoi? Parce qu'un lanceur d'alerte aussi, il sert à montrer l'exemple. C'est-à-dire, regardez, si vous parlez sur mon entreprise, si vous parlez sur ma structure, et si vous en dites du mal, regardez ce qui va vous arriver. Il va vous arriver ce qu'il arrive à Céline Boussier ou à Sylvia Garcia à Montluçon. C'est-à-dire, vous allez être licencié, donc vous allez perdre votre travail, vous allez perdre votre honneur par la même occasion, parce qu'autant qu'on vous insulte un peu par... voilà, et puis vous allez perdre pied, parce que quand vous êtes massacré comme ça par le système, c'est compliqué de remonter. Donc malheureusement, la majorité des lanceurs d'alerte que je rencontre, ce sont bien évidemment des gens qui combattent parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils savent ce qui est bien de ce qui n'est pas bien pour cette société, mais qui en même temps n'ont pas un courage, qui ont du courage, mais pas suffisamment pour qu'on ne les broie pas. Donc c'est des gens qui se retrouvent à un moment donné à aller chez un médecin parce qu'ils sont en déprime, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que c'est un burn-out, parce qu'ils sont seuls à lutter contre tous. Donc est-ce qu'il y a des lois aujourd'hui en France parce que je rebondis sur la question du coup, pour protéger les lanceurs d'alerte? Oui, on commence à en parler. Oui, il y a des choses qui se font. Malgré tout, dans les faits, est-ce que c'est pratiqué? Non. Voilà, en fait. Non, mais le cas la figure du lanceur d'alerte, pour quelqu'un comme moi, c'est une figure très forte, parce que moi, je prône la révolution citoyenne, donc ça veut dire que c'est une implication non seulement collective, mais de chacun, pour le bien commun. Aucune de ces personnes n'a lutté pour elle-même. Ah bah non. D'accord, celle de Moussaron, elle ne demande pas une augmentation de salaire. Je ne veux pas dire que ce soit indigne de lutter pour ses propres intérêts, c'est pas le sujet, mais c'est pas pour ça. Elles ont toutes exposé par esprit civique, par sentiment humain, et à la fin, elles prennent un maximum de coups. Alors ça va soulever deux séries de questions que je voulais vous poser, parce que vous avez fait une série de films. Déjà, si vous pouviez dire quelques mots de cette série de films, et après, je viens sur mes deux questions, si vous voulez bien. Ok. Eh bien, en fait, du coup, la première lanceuse d'alerte que j'ai rencontrée, c'est pas à Moussaron. La première lanceuse d'alerte, c'est un mail que j'ai reçu. Donc, on reçoit parfois des mails cryptés quand on est journaliste. Et j'ai reçu un mail avec un gros dossier de quelqu'un qui travaillait en formation professionnelle. J'ai envie de raconter son histoire parce qu'elle est vraiment l'exemple et elle image vraiment ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Elle travaille en formation professionnelle et puis un jour, il y a le directeur de cette formation lui dit voilà, on va avoir une inspection du travail, donc j'ai perdu toutes les listes d'émargement, puisqu'il faut savoir que quand vous travaillez en formation professionnelle, donc vous avez des stagiaires qui viennent émarger, enfin qui viennent signer, etc. Et bien évidemment, plus vous avez de stagiaires, plus vous avez de fonds, c'est la région qui distribue, mais en fait ce sont des fonds européens qui arrivent sur la région et qui sont ensuite distribués dans les centres de formation. Et j'ai tout perdu, il lui dit. Son directeur lui dit, j'ai tout perdu, toutes les listes d'émargement, on refait tout. Donc voici, je ne peux pas encore en parler de son nom parce que malheureusement elle c'est pareil, il faut qu'on la protège un petit peu, mais on va l'appeler Jacqueline. Allez hop, on l'a Jacqueline. Donc voilà ma Jacqueline qui est en train de signer des fausses listes d'émargement en fait, parce que son patron lui a demandé. Elles sont 2 ou 3 à le faire. Et dans la tête de ma Jacqueline, il y a quand même un moment où elle se dit « Mais attends, je suis en train de faire un truc qui n'est pas très légal, quoi. Je suis en train d'imiter des signatures de gens qui sont venus ou pas à ma formation. » Donc, elle se dit « Bon, je vais quand même aller voir à la région, puisque c'est eux qui nous donnent l'argent, je vais quand même aller dire que voilà, moi je ne veux pas être faux, usage de faux, c'est pas mon truc, quoi. » Et donc, elle y va, et puis on se rend très vite compte que la région dans laquelle elle va soutient évidemment le directeur, qui sont copains, etc. Donc on lui dit tais-toi, en fait. On lui dit tais-toi.
Sauf que la région a bien évidemment prévenu le directeur et que le directeur lui dit bah dis donc toi tu m'en fais par derrière donc toi je vais te licencier pour faute grave. Et donc elle dit bah oui bah alors quitte à être licenciée autant que j'aille au charbon jusqu'au bout. Et donc elle va aller voir l'inspectrice du travail et l'inspectrice lui dit mais de toute façon je ne suis pas dupe parce que je n'ai jamais vu des listes d'émargement toutes signées avec le même stylo. Et donc elle vient refaire une visite inopinée un petit peu, cette directrice du travail, et puis elle se rend compte effectivement qu'il y a un truc, quoi. Donc elle se met avec Jacqueline, et elles vont essayer de mettre ça au tribunal, enfin devant la justice. Une enquête est ouverte, moi j'ai en ma possession le dossier SRPJ. Dans le dossier SRPJ, donc un dossier, une enquête judiciaire, le monsieur reconnaît avoir détourné 1 700 000 €. Il reconnaît que les listes d'émargement, on les a bien trouvées dans son garage en fait privé, qu'il les avait cachées et qu'en fait il en avait refait faire des fausses pour avoir un peu plus d'argent, etc., etc. Bon, ben voilà, il accepte le fait voilà, le procureur met un non-lieu. Cet homme ne sera jamais jugé. Ma Jacqueline, elle prend 8 mois de prison avec sursis pour faux et usage de faux. Jacqueline, elle avait 52 ans à cette époque. Quand on est formateur professionnel, on est recruté par la région. Donc autant vous dire qu'elle a été blacklistée dans sa région. Que du coup, elle s'est retrouvée au RSA au bout de quelques temps, puisqu'elle n'avait plus droit à rien. Qu'elle a perdu ses procès au prud'homme, qu'elle a perdu donc ce procès face à cet homme-là, etc. Une vie brisée. La dernière fois, je suis allée avec elle, je me suis rendue avec elle. Elle avait refait au prud'homme, elle avait fait appel en fait. Elle a perdu. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit il ne me reste plus qu'à me suicider puisque là, je suis même un poids pour mes propres enfants. C'est eux qui me payent à bouffer aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on broie l'honnêteté des gens en fait. Voilà. On demande aux gens de ne pas être honnêtes. Voilà. Et donc, c'est cette histoire-là qui m'avait vraiment marquée, parce que c'était une femme en plus absolument charmante, etc. Et qui, vraiment, je me disais, punaise, mais c'est pas possible, il y a quand même une justice c'est pas possible, quand on fait des choses bien, on est récompensé, bien au contraire. On devrait pas se retrouver comme ça. On devrait avoir une médaille pour avoir fait ça. C'est quand même 1 700 000, c'est pas rien. Et voilà. Et elle est foutue. Lui, il va très bien. Alors, dans ces conditions... Je pose la question parce que finalement c'est très déprimant ce que vous dites. Ah mais c'est hyper déprimant. Bon, donc il ne faut rien faire, puisque à la fin ça finit mal, il n'y a pas de Tintin, il n'y a pas de joyeuse fin, les gens sont mal, veulent se suicider, donc qu'est-ce qui fait que malgré tout on va jusqu'au bout? Et est-ce qu'on peut croire que ça va continuer, qu'on va trouver des courageux sans cesse pour le faire? Et qu'est-ce qui nous pousse à croire que ça va continuer? C'est la phrase de Céline de Moussaron qui m'a dit, parce qu'un jour je lui ai dit, mais en fait, la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y en a pas. Et elle me dit, si, il y a une morale dans cette histoire, c'est que moi je dors sur mes 2 oreilles et pas les autres. Et ça n'a quand même pas de prix. Alors effectivement, elle est au RSA. Effectivement, ses 2 enfants sont faits poursuivre à la sortie de l'école. Malgré tout, elle a quand même sa conscience pour elle, et ça n'a quand même pas de prix. Donc à un moment donné, c'est justement ça qu'il faudrait changer dans cette société. C'est dire que ces gens sont des héros et pas des gens qu'on doit mettre sur le côté. Oui, on va voir pourquoi ils arrivent à cette situation pitoyable. Ça sera ma deuxième question. Mais avant, moi, je vais faire un commentaire politique parce que je crois que si j'ai posé la question de savoir si ça valait la peine, j'ai ma conclusion sur le sujet. Je crois qu'une société, quelle que soit la qualité des règles, des lois, des normes qu'on aura édictées, ça n'existera jamais une société parfaite à 100%. Donc il y a toujours l'endroit où ça coince. Il y a des périodes où ça coince partout, comme en ce moment, puis d'autres fois où ça coince un peu moins. Et là où ça coince, la seule solution, c'est le courage individuel et l'insoumis. La personne qui refuse d'admettre qu'il y ait la petite voix qui lui dit « Ah, pourquoi tu vas prendre tous ces risques ?» alors qu'il y a plein de raisons de rien faire. Il y a toujours 1000 raisons de rien faire. Donc je crois à ça, moi, à l'insoumission. Et deuxièmement, je crois que la réponse de Céline, c'est une démonstration très concrète de ce que j'appelle la vertu. Qui n'a rien à voir avec les mœurs, qui a à voir avec le rapport que l'on a aux autres, c'est-à-dire un état d'esprit qui fait que, entre 2 choses insupportables, la plus insupportable est de participer au mensonge et à la souffrance des autres sans rien dire. C'est-à-dire que, au fond, elle est
il y a quelque chose d'héroïque, évidemment, dans ce qu'elle fait. Et il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la protection de soi, de sa propre dignité. Tu ne consens pas à participer à une action infâme. Et par conséquent, même si tu es derrière dans une grosse galère, il n'empêche que tu as commencé par refuser d'en être complice. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça. Mais enfin, quand même, à la fin, ça pose quand même un problème. Alors, il faut que des gens se sacrifient, que des journalistes indépendants qui ont déjà... des galères. Oui, qui ont leurs galères. Puis, je veux dire, si en plus ils manifestent un mauvais état d'esprit comme celui-ci, qui est d'aller chercher à embêter des gens en place qui sont bien braves, hein, c'est ce qu'ils diront tous, ça commence à faire beaucoup pour vous. Mais alors, comment se fait-il que le lanceur d'alerte ne rencontre jamais la grande machine honnête, éthique, indépendante, qui s'appelle le système médiatique, qui au contraire leur enfonce la tête dans le seau dès qu'ils peuvent. C'est-à-dire que face au système médiatique, tu as le droit d'alerter et de n'intéresser personne. Ensuite, si par hasard tu as percé le mur, on mettra du pour et du contre, 5 minutes pour la victime, 5 minutes pour le bourreau, et si ça va trop loin, le couvercle se remet dessus. Alors que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'après tout, les gens de médias sont des êtres humains, eux aussi, ils ont des enfants, ils ont des familles, ils ont aussi de la vertu à l'égard de la société. Et pourquoi, dans ces cas-là, ni la vertu, ni le devoir à l'égard des autres ne s'appliquent? Pourquoi le système médiatique est-il un mur au lieu d'être un appui? Parce que les lanceurs d'alerte, ils devraient compter là-dessus. Hein. Bien sûr. Alors, il y a une différence entre le système médiatique et le journaliste. Effectivement, le journaliste est un être humain qui a des enfants et qui a certainement une bonne éthique, vraiment. Mais quand vous travaillez pour des grands patrons qui sont amis avec les gens qui détournent de l'argent, qui maltraitent des enfants, voilà, eh ben, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le sortir. Céline, on parle encore de Moussaron, pardon, mais Céline, elle a alerté. Sylvia, par exemple, à Montluçon, parce que les Grillons, c'est pareil. Sylvia, elle a alerté parce qu'un matin, elle est arrivée dans un IME, pareil, où un enfant... Un IME, qu'est-ce que ça veut dire? Un institut médico-éducatif, pardon. Où elle travaillait, et le matin, elle arrive et elle voit un gamin qui est attaché contre un billard ou un baby-foot en contention, en fait. Et en fait, elle apprend qu'il a passé la nuit comme ça. Il a passé la nuit comme ça, parce qu'il était un petit peu pénible, hein. Bon, peut-être très pénible, je ne sais pas, mais en tout cas, il était tellement pénible que on a préféré l'attacher pendant toute la nuit. Et du coup, quand Sylvia, elle a vu ça, et elle a tout de suite fait en sorte fait en sorte que quoi? Que ça sorte, enfin, que les autres, elle a été voir l'infirmière, le truc, le machin, et on a étouffé l'affaire, et c'est elle qui s'est fait licencier. Voilà l'histoire de Sylvia, par exemple, parce que je vous parle de ça, mais je sais que, pour le coup, maintenant que je travaille avec les lanceurs d'alerte, j'en reçois tous les jours des histoires comme celle-ci. Alors après, il faut faire une enquête à chaque fois pour être sûr du vrai et du faux, parce que c'est un peu le problème qu'on rencontre en tant que journaliste. Mais en tout cas... ça, c'est une vérité. Et pourtant, vous avez un média local à Montluçon qui s'appelle La Montagne, qui n'a jamais pris la défense de Sylvia. Et même pour vous dire, je suis allée au procès de Sylvia, où son avocat, qui est un très bon avocat, a plaidé en montrant la photo. Et elle a perdu. Elle a perdu. Parce que parfois, vous êtes contre des plus puissants. Et que ces puissants connaissent les puissants qui portent aussi les médias. Voilà, c'est ça. C'est que nous sommes, nous les petites gens, je m'inclus avec eux, hein, nous les petites gens, de toute façon, on perdra toujours à la fin, parce que je ne suis pas comme Fakir, hein, c'est pas nous à la fin qu'on va gagner, mais parce que on va se heurter à des gens qui, de toute façon, ont dans leurs mains la justice. Non, là, vous ne m'avez pas répondu. Là, vous êtes en train de me réexpliquer qu'on perdra tout le temps, ce que je ne crois pas. Mais non, moi, je vous moi demande non plus, pourquoi... parce que sinon, je ne ferais pas ça. Mais... Bon, c'est ce que j'allais vous dire. Vous n'y croyez vous-même pas, parce que ce n'est pas vrai. À la fin, c'est toujours nous qui finissons par gagner. Alors, des fois, ça prend plus de temps qu'une vie humaine, mais jusqu'à présent, dans l'histoire, c'est toujours nous qui avons marqué les points à nos corps défendants. Mais vous ne me répondez pas. Quand vous dites les puissants en général, c'est pas ça la question, c'est les médias. Ils font partie des puissants, les médias, aujourd'hui. D'accord. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ouais. Bon, non, mais moi je le revendique. Non, mais bien évidemment, si on a créé la coordination permanente des médias libres, il faut savoir aujourd'hui que 90% de l'information est détenue par 7 personnes. Ces 7 personnes sont des vendeurs d'armes, sont des pros du BTP, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des gens qui ont envie que la vérité elle éclate, bien au contraire. Ils sont là
c'est pas rentable, hein, de diriger une entreprise médiatique, c'est pas rentable. Donc pourquoi ils le font? Parce que ces gens-là, ils aiment bien l'argent quand même. Pourquoi ils le font? Ils le font pour pouvoir maîtriser l'information. Ils le font pas pour se faire de l'argent. On est dans cette société-là, en fait, aujourd'hui. Oui, mais d'accord, admettons que vous ayez raison. J'ai raison. Et que ces grands patrons de presse, qui à 7 possèdent 95% des médias de notre pays, soient des gens qui aient le souci avant tout de se protéger. Mais après, il y a toute une armée derrière. Je veux dire, pourquoi une femme qui a une petite paye, qui est dans un institut médico-éducatif, va détruire sa vie par compassion pour des enfants qui ne sont pas les siens? Celui-ci qui a été attaché à un billard, c'est l'histoire que vous racontez, tel autre qui a été abandonné dans une pièce, dans un état de dénuement abominable, comme ce qu'on m'a raconté. Pourquoi cette humble personne est capable de le faire, et pourquoi quelqu'un qui travaille dans un grand média, avec les autres personnes parfumées, pourquoi lui il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Je sais pas, je fais pas partie de ces gens-là, moi. Il faudra leur demander à eux. Je ne sais pas, parce que peut-être ils ont des pressions de leur rédacteur en chef. Mais le rédacteur en chef ne va pas les frapper. Mais bien évidemment que Céline, elle a fait certainement aussi des pressions pour ne pas dire ce qui se passait à Moussaron. Mais elle a quand même fait. Mais elle l'a fait. Mais c'est pas son métier, lanceur d'alerte. Les journalistes, c'est un métier de lanceur d'alerte en principe. Non, c'est vous qui me le disiez il y a un instant. Moi, ce dont je suis persuadée aujourd'hui, c'est que mon métier, c'est celui d'être lanceur d'alerte. C'est-à-dire que c'est à nous de lancer des alertes. Pourquoi ces personnes ne le font pas? Parce que je sais très bien ce que je suis en train de faire en vous posant cette question. Parce qu'eux se présentent comme des héros de la vérité. C'est-à-dire que leur droit de nous insulter, nous les militants politiques, proviendrait du fait qu'eux sont des personnes absolument éthiques, indépendantes, personne ne fait pression sur eux. Et vous êtes en train de dire exactement le contraire. C'est-à-dire que dans des cas où une personne a mis en jeu sa vie, son honneur, son métier, ses enfants, ce journaliste ou ce média le sait et personne ne fait rien. Donc ils ne sont ni courageux, ni éthiques, ni indépendants, ni libres. Alors après, je sais pas, on va pas faire... de généralité, bien sûr. Voilà, moi je suis pas dans le corporatisme du tout, mais ceci dit, il y a certainement des très bons journalistes partout. D'ailleurs, Nicolas qui a filmé en caméra cachée l'affaire Moussaron, il l'a fait pour Zone Interdite sur M6. À la base, c'est pas forcément... bien ça. Voilà, à la base, c'est pas forcément... Je me souviens que c'est de là que mon intérêt est parti. Donc, s'il ne l'avait pas fait, on ne saurait rien. Exactement. Donc, on est bien d'accord pour dire que le point de passage par le média de masse... Il est essentiel. Justement, il y a une question là-dessus. Enfin, je dis il y a une question, en réalité, il y en aura un millier, parce que tout le monde se pose la question. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas avoir les médias libres et indépendants? Alors, on écoute la question, parce qu'il le dit mieux que moi. Salut à vous, donc ma question est très simple. À votre avis, quelles mesures faudrait-il prendre pour que l'on ait des médias vraiment libres et indépendants? Ouais, c'est une bonne question. C'est la question de base, parce que si on ne veut ni faire des généralités, ce qui est absurde, dire tous les journalistes sont insupportables et n'ont pas de morale, ce serait une généralité absurde. Qu'on ne peut pas mettre en cause le système, parce qu'après tout c'est la vie, me dit-on, hein. Alors à la fin, quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel est votre avis à vous qui êtes sur le terrain, en train de faire ce travail, en tant que journaliste, d'éclaireuse et de lanceuse d'alerte? Alors, aujourd'hui, en France, effectivement, donc on l'a dit, il y a des médias de masse, et c'est ceux-là qui prônent l'information. Voilà. Malgré tout, on a déjà plusieurs choses. On a le fait qu'en France, sur notre territoire, nous avons beaucoup de médias indépendants. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Alors ceux-là, ils ont très peu de visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun financement. Donc nous, déjà, la coordination permanente des médias libres, donc qu'on coordonne, nous sommes allés au ministère plusieurs fois en disant « Vous donnez 14 millions d'euros à TF1 ». TF1 est un média privé. 14 millions d'euros, c'est sympa. Nous, médias indépendants, peanuts. Donc on a quand même réussi à avoir un peu de sous. On a eu une enveloppe d'1 500 000 grâce à Jérôme Bouvier, qui est conseiller au ministère de la Culture, et qui s'intéresse vraiment à l'indépendance des médias. Donc on est en pourparlers avec les gens, les politiques qui gouvernent aujourd'hui. Malgré tout, c'est pas beaucoup. Vous non, mais imaginez d'autant bien, que vous appuyez sur quelqu'un qui est au ministère de la Culture, alors que les sous viennent de Matignon. Oui, et puis je vous parle d'un conseiller. Je suis même pas sûre que la ministre, elle soit au courant. Ah si. Si, en principe, bon. Vous pensez? Je sais pas. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais toujours est-il que voilà, donc on est obligé de se battre pour avoir un peu d'argent, parce qu'on estime, nous, enfin en tout cas moi, je vais parler à mon nom,
que le pluralisme de l'information, c'est essentiel à la démocratie et que donc, ça doit être financé par l'argent public. Pour moi, ça c'est... Alors, il y a des médias indépendants qui sont contre ça et qui disent non, pour être vraiment indépendant, il ne faut surtout pas d'argent public. Bon, ça c'est un truc en interne, un débat qu'on peut avoir, etc. Moi, je pense que vraiment, si on veut bosser, on a besoin d'argent. Et si on a besoin d'argent, on a besoin que ce soit l'État qui nous le donne, parce que ça fait partie de leur fonction, à mes yeux, que le pluralisme de l'information. Donc, comment faire? Mieux distribuer l'argent. À mon avis, ce que je ferais, moi, si j'étais présidente de la République, mais ce qui ne m'arrivera jamais, évidemment. Il faut être candidat déjà pour ça. Est-ce que vous êtes candidate? Non, pas du tout. Ouais. Mais en tout cas, ce que je ferais, c'est que j'interdirais que ce soit des gens qui ne soient pas du tout dans notre milieu, qui puissent diriger ou en tout cas avoir en sa possession des médias. Ça, pour moi, c'est pas normal. Enfin, en fait, un média, il devrait appartenir à ses journalistes, il devrait appartenir à sa rédaction, il ne devrait pas appartenir à quelqu'un privé, à un Dassault ou à je sais pas quoi, qui vient et qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Vraiment, je pense que tout ça, c'est à remettre en question et que tant qu'on en sera là, alors... On va nous dire, oui, effectivement, on est en France et il n'y a pas non plus la censure la pire sur la planète. En même temps, sur la protection des sources et sur la pire, je ne sais pas, mais la plus habile, c'est clair que si. Oui, certainement. Mais en tout cas, sur la protection, je sais qu'on est dans les derniers, sur la protection des sources et des lanceurs d'alerte notamment, on est tout en bas du tableau. Ça, c'est clair. Bon, alors moi... Et vous avez des idées? C'est mon côté journaliste qui revient, j'ai envie de poser des questions. Oui, j'en ai. En général, elles ne sont jamais prises en compte parce que le corporatisme fait qu'à chaque fois on me dit « vous n'aimez pas les journalistes » et je suis obligé de me battre les flancs, on dit « mais si, j'ai des amis journalistes », ça commence mal quoi. Ou bien, des généralités de cet ordre, vous n'aimez pas les médias alors que je dirige moi-même plusieurs médias, mais leur suffisance et leur arrogance fait telle qu'ils ne considèrent pas ça comme des médias. Il y a plus de visites sur mon blog chaque jour qu'il y a de lecteurs pour le journal Libération. Il faut quand même se rendre compte que le monde a beaucoup changé, mais eux ne sont pas au courant. Pour autant, je ne dis pas que tout média se vaut. Je pense que c'est ça le drame, c'est qu'on va arriver à un point où accéder à une information sûre va être un luxe, qu'il va falloir payer très cher. Et tout le reste, ça sera du bruit pour amuser la galerie et lui donner du sang, du sexe et des larmes, parce que paraît-il que c'est ça qui passionne le public, ce qui n'est pas vrai. Mais par exemple, là je vous rejoins sur le fait que c'est aux gens de presse de manier la presse. Oui, je le crois, comme vous. Et que ça ne peut pas être d'un point de vue extérieur à la presse elle-même. Ça ne veut pas dire que telle personne ou telle personne est disqualifiée. Mais bon, deuxièmement, ça serait bien si dans chaque média, il y avait un comité de rédaction. C'est pas vrai partout. Moi j'ai été le premier surpris, parce que j'étais journaliste à l'ancienne, je croyais qu'il y avait... Non, il n'y a pas des comités de rédaction partout. Il y a un chef qui commande, passe des commandes, et des ouaves qui courent partout pour ramener le matériel. Donc je pense qu'il va y avoir un comité de rédaction. 3, alors là, après ça commence à devenir un peu plus discutable, je suis pour le vote. C'est-à-dire que je pense que le meilleur rédac-chef, c'est celui que ses pairs désignent. Et en particulier pour la télé publique, je crois que tous les téléspectateurs qui payent une redevance devraient pouvoir voter sur une liste d'aptitude. Je ne dis pas pour des passants dans la rue. Sur une liste d'aptitudes pour choisir les directeurs de l'information, les directeurs des chaînes surtout. Voilà, moi j'ai proposé ça, je ne dis pas que ce soit le bon remède. Après vous posez une autre question qui est importante, c'est le financement public. Et là on peut que vous rejoindre, c'est absurde de financer des structures totalement privées et qui en plus dégagent des bénéfices, parce que sauf erreur, le groupe auquel appartient TF1 dégage des bénéfices extrêmement substantiels. Donc pourquoi subventionner des bénéfices? Vous me direz, c'est bien ce qu'on fait avec le CICE et toutes ces choses, mais ce n'est pas normal. Donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'argent, si on en avait besoin, pour les médias indépendants. Bon, et maintenant, il faut aussi évoquer la situation des journalistes eux-mêmes en tant que salariés dans la condition de production. Alors déjà, salariés, quand ils sont salariés, c'est déjà super bien. Parce que vous dites en tant que salarié, mais non. La majorité, moi je suis vraiment issu du parcours du journaliste, vraiment comme tous, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait une école de journalisme. J'arrête pas de dire que maintenant j'apprends sur le terrain à déconstruire tout ce qu'on m'a appris là-bas. Mais en tout cas, quand on sort... Attends, on peut faire une pause. Je voudrais dire, en tant qu'ancien ministre de l'enseignement professionnel, je voudrais dire qu'aucun diplôme de journaliste n'a été discuté centralement. Donc chaque école fait ce qu'elle veut et apprend ce qu'elle veut.
Et c'est comme si moi j'ouvrais une école de pâtisserie et j'enseignais ce que je voulais sans tenir aucune compte des règles de l'art. Je le dis pour dire ce que valent vos diplômes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute, c'est la vérité. C'est vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous sortez d'école de journalisme, évidemment, votre papa et votre maman sont fiers si vous bossez à France Inter ou RTL, donc on fait tous nos stages là-bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes totalement précarisé. C'est-à-dire que le but, c'est de... En fait, je crois que c'est fait exprès. Mais bon, j'ai pas de preuves et... Comme je suis une journaliste avec une éthique, je ne veux pas dire de choses... Mais en tout cas, j'ai l'impression que de garder les journalistes dans leur précarité, en leur disant, si tu bosses bien... donc précaire, ça veut dire être pigiste aujourd'hui. Donc c'est-à-dire 90 € la journée de pige, quand on en fait 3 dans la semaine, on est vraiment content. Voilà où on en est aujourd'hui. Ou alors de faire tourner sur les plannings, etc., un peu partout en France, etc. Et on met la carotte en disant, bon, si tu fais bien ce qu'on te demande, peut-être un jour tu auras un CDD. Peut-être un jour un CDI, mais d'abord un CDD, peut-être un jour. Et peut-être un jour un CDI, mais ça, on est quand même peu nombreux. Et donc du coup, quand vous avez 25 ans, que vous sortez d'école, et ben vous avez vraiment super envie, et moi ça je comprends, vous avez envie de travailler, vous avez besoin de reconnaissance. De toute façon, vous faites rarement ce métier si vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Donc vous faites ce métier pour avoir un minimum de reconnaissance et peut-être un jour même être reconnu et connu, et pourquoi pas, voilà. Alors vous le faites, et votre espoir c'est vraiment d'un jour, je sais pas, être au journal de France Inter de 7 heures, quoi. Enfin un truc, c'est top, quoi. Et donc vous faites ce qu'on vous dit de faire. Vous faites des pastilles d'1 minute sur un truc qui mériterait des heures. Vous faites, vous faites 5-6 sujets dans la journée parce que voilà, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on est journaliste, 5-6 sujets dans une journée, c'est impossible. Quand moi je vais aller voir une militante féministe, par exemple, qui va aller me parler de plein de choses, ça me prend la journée parce que c'est dans ma tête toute la journée, parce que je vais aller fouiller des trucs, parce que je vais aller voir si ce qu'elle me dit c'est vrai, parce que je vais aller, parce qu'on va aller recouper les informations, parce que c'est important, parce que c'est intéressant pour les gens et que du coup on n'a pas le droit de faire ça en 1 minute, c'est pas possible. Et donc on vous fait faire ça, tac tac tac, pour un jour peut-être avoir un CDD, peut-être un jour un CDI. Et donc ces gens-là, malheureusement, on les voit. C'est ceux qui vont aller sur les lieux des attentats pour rester des heures à dire il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et il y a des millions de gens qui regardent cet homme dire il ne se passe rien. Mais c'est affreux parce que on est en train de démolir l'information véritablement. Mais on est là-dedans, et passer à BFM TV à dire il ne se passe rien, c'est vachement bien pour les parents qui disent regardez, il y a mon fils à la télé, voilà. Et donc et le gamin est super content de lui parce qu'il a fait ça. Mais c'est pas du journalisme. Et en fait c'est le drame aujourd'hui, c'est-à-dire que à force de précariser ces jeunes, et puis c'est moins jeune parce que ça dure des années malheureusement. Ben oui. Et ben du coup, bien évidemment que l'info elle peut pas être aussi bonne qu'avant. Bon, alors tout le monde a compris. Et BFM TV. Vous êtes la lanceuse d'alerte à propos de la menace qui existe sur le système médiatique, de sa qualité, de l'information qu'il nous transmet. Alors je suis pas du tout la lanceuse d'alerte, on est vraiment nombreux à le dire, sauf qu'on n'est pas entendu. Et mais je vais vous rassurer, personne n'est entendu. Ouais, okay. Parce que j'essaye de même, et vous avez vu quel personnage on a fait de moi à la fin de ce travail, alors que je connais le métier, que je l'aime, que moi je le pratique à ma manière. Hein. Donc c'est vous qui avez raison à votre point de départ, c'est que c'est un système, c'est organisé pour que ça n'ait pas lieu autrement que comme ça. Bon, alors, quand même, moi je vous considère comme lanceuse d'alerte, parce que comme ça va donner un peu de noblesse à cette démarche, parce que au fond, il n'y a pas de société réellement démocratique sans une information qui permet de décider en connaissance de cause. Évidemment. Alors, je ne vais pas conclure sans qu'on reparle de votre film, de vos films, parce qu'ils sont importants et on va aller les regarder. Je pense que ceux qui nous auront vus tous les deux vous auront trouvé vous sympathiques, et en tout cas dégageant assez d'honnêteté pour qu'on ait envie d'aller en savoir davantage sur ce que vous faites. Et là, c'est 6 films. En les regardant, le regard change. Et l'intérêt qu'on a pour les autres va changer, mais aussi sur soi-même. Parce que si ces 6 personnes ont été capables de prendre tous les risques pour quelque chose qui, au bout du compte, ne leur vaudra rien d'autre que des ennuis à cette étape, et juste le bonheur d'être bien avec leur conscience, alors pourquoi chacun d'entre nous resterait-il muet et soumis devant l'intolérable? Et l'intolérable, il est là tous les jours, à chaque coin de rue. Chacun peut être un héros. Bon, alors Héloïse, on va d'abord regarder la bande-annonce, et ensuite vous nous direz quelques mots de ces films, parce que c'est eux aujourd'hui qui sont les héros de notre entretien.
Alors comment tu te retrouves du coup à postuler, j'imagine Écoutez, je ne sais pas exactement par qui et comment j'avais eu connaissance de ce que l'établissement IME de Moussaron cherchait du personnel éducatif. Enfin bref, j'ai postulé là-bas, j'ai été reçu très rapidement et embauché très rapidement. En fait, j'avais mes filles qui étaient scolarisées, je connaissais un infirmier et sur le parking de l'école, on a commencé à discuter. Il m'a dit d'envoyer mon CV à Moussaron, c'est ce que j'ai fait. Et puis quelques temps plus tard, voilà, mon entretien d'embauche s'est passé. Est-ce que tu prends du plaisir à t'occuper de ces enfants-là? Tu les vois un petit peu évoluer grâce à votre travail? Tu es EduxP du coup là, Oui, tu fais un travail d'éduc. Je fais un travail d'éduxP, mais avec tous les inconvénients que je viens d'énumérer, à savoir qu'on a quand même pas mal de temps qui est mangé par des tâches qui ne devraient pas nous incomber. Et tu faisais les toilettes, les levées, Je faisais tout ce qu'il y avait à faire, puisque à Moussaron, on peut être éduc, AMP, des médico-psychologiques, aide-soignante. Peu importe le diplôme, c'est le même job. Voilà. Il y a plus que ça. Non seulement on n'a pas de temps pour faire un travail éducatif avec les enfants, mais il faut savoir aussi que les équipements, etc., sont misérables. Il n'y a pas suffisamment de WC. Le matin, quand on lève les enfants au dortoir, on les met sur des seaux hygiéniques. Les uns à côté des autres, on enlève les couches, les pyjamas, on met les enfants sur des seaux hygiéniques. Du grand jeune homme de 18 ans à la petite bonne femme de 8 ans. En randonnion. Il y a dans la salle à manger du personnel régulièrement une affichette qui dit voilà, on va fermer l'établissement. On est en discussion avec la DAS, mais la seule condition c'est que, ah oui c'est ça, que j'ai peut-être pas précisé, c'est que sur une de ces affichettes il est dit il y a une condition à laquelle peut-être on pourra rester ouvert, c'est que les fautifs, les dénonciateurs quittent l'établissement. Et c'est ce qui a mis en route la délation et la persécution dont a été l'objet. D'avoir dénoncé Moussaron, c'était faire le choix de se suicider et de prendre des risques. Je ne le regrette pas aujourd'hui, j'assume ce que j'ai fait, mais je comprends toujours pas la violence de ce que ça a enchaîné, parce que après ce rapport, après la mise sous tutelle, a commencé un véritable lynchage, et encore je suis gentille. C'est même pas du lynchage, j'ai pas de mots, sur les réseaux sociaux. Et le premier mot qui m'était adressé, alors c'est très vulgaire, désolé, mais c'est pas mes mots. Premier message en public sur Facebook, donc n'importe qui peut le voir. À toi, espèce de grande salope, la roue tournera un jour et tu le regretteras. Et ça a été le début de la fin. Maintenant, je donne rendez-vous à tous ceux qui nous regardent derrière l'écran où l'on verra ces films. Il faut les regarder. C'est pas facile à avaler, vous allez voir. Hein. Je vous laisse le mot de la fin. Ouais. Juste revenir sur les 6 épisodes, effectivement. Donc c'est pas que dans le médico-social. Hein. Il y a notamment un sur l'affaire Cahuzac avec Rémi Garnier, qui était le directeur des finances publiques à Agen, et qui retrace vraiment tout son combat judiciaire. Juste pour la petite histoire, parce que je ne vais pas dévoiler notre film, mais juste pour la petite histoire, il a eu le droit de revenir à son travail 2 ans après la retraite. Enfin, voilà, donc il a gagné le droit de retravailler, mais 2 ans après sa retraite, donc il est en retraite, donc c'était trop tard. Ce Cahuzac était quand même un gros pourri doublé d'un menteur de premier abord, parce que je l'ai eu en face de moi à un plateau, et il me dit les yeux dans les yeux, non, j'ai pas de compte secret. C'est inouï. Ouais. Et après ça, il avait toute sa morgue, il me dit vous êtes un homme seul, monsieur Mélenchon. Ouais. Donc voilà, donc ces 6 épisodes vont traiter des lanceurs d'alerte dans tous les domaines, parce que c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que des lanceurs d'alerte, on devrait l'être tout le temps. Il ne faut pas,
parce que vous me trouvez pessimiste, mais je ne le suis pas du tout, parce que sinon je ne ferais pas ça. Je ne le ferais pas à ma perte, je le fais parce que j'y crois. Et je crois à un truc, c'est que je crois au fait que si chacun d'entre nous se réveille et se dit maintenant qu'on ne se laisse plus marcher sur les pieds, maintenant on devient tous des lanceurs d'alerte et on arrête d'être d'accord, d'être complice, ou même de ne plus dénoncer sous prétexte que lui, il est plus fort que moi. Il faut, effectivement, c'est un peu comme les indignés, quoi. On est 99%, ils sont 1%, normalement on devrait gagner à la fin, quand même. Les indignés ou les insoumis, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venue, Héloïse Lebourg. Et vraiment, j'espère que ce petit moment passé ensemble appellera à regarder votre travail, qui est un énorme investissement personnel, financier. Au fond, vous aussi, vous avez sauté dans le vide, sans savoir si vous aurez des ailes en route. Hein. Ouais, mais c'est bon de se sentir vivant quand même. Bon, alors cette petite tradition d'émission veut que ça finisse par un coup de cœur. En réalité, c'est un coup de pub. Hein. Enfin bon, on appelle ça coup de cœur. Là, il s'agit d'un film qu'on aura mis 8 ans à réaliser. Donc c'est une enquête comme aucun média ne peut se le payer. Si on faisait payer ça au prix coûtant, aucun média ne peut porter ça. C'est pour ça qu'ils préfèrent aller expliquer qu'il ne se passe rien avec quelqu'un qui paye avec un lance-pierre dans les chaînes d'infos en continu. Ce film s'appelle Liquidation, il s'agit de la fin de l'usine Goodyear. Comment ça s'est passé, cette bataille homérique, parce qu'il y a 2 entreprises chacune d'un côté de la rue, et les têtes dures sont d'un côté, et pendant 7 ans, leur patron va essayer de les briser. Et pendant 7 ans, ils vont résister, tenir bon. Et pour finir, ils ont été vaincus dans des conditions qui sont un défi à toute morale et à toute règle de vie en société. Pour autant, comme on le sait, la lutte continue. Elle continue d'autant plus que, comme vous le savez, des condamnations terribles ont été prononcées contre les leaders du mouvement, qui sont absolument innocents de tout acte délictueux. Et c'est une première dans notre pays que des ouvriers soient condamnés à de la prison ferme pour avoir simplement défendu leur emploi et, au cas précis, défendu leur entreprise et, au moment extrêmement chaud, militer pour que les esprits se calment. Le résultat, c'est eux qui se retrouvent avec de la prison ferme. Donc le film, il montre des choses, des tas de choses que le téléspectateur moyen ne verra jamais, parce qu'on va lui montrer des ouvriers furieux, on va lui montrer des gens qui courent sans chemise, hein, et on ne va jamais l'aider à réfléchir. Ce film, justement, aide à réfléchir. Il ne vous dicte pas votre conclusion, vous tirerez bien la conclusion que vous voulez. Vous pouvez décider que tous les gens que vous voyez dans ce film sont des exagérés, mais au moins vous saurez. Et vous pourrez vous rendre compte que, contrairement à ce que raconte le bon bourgeois d'habitude, la lutte sociale n'est pas une partie de plaisir. On peut dire que Mourad Lafitte présente ce film comme un film tract. Bon, c'est son expression. Moi, je crois que d'abord c'est un vrai film et que c'est un film qui donne à penser. Et quand on pense, on devient meilleur. Je réalise cette série de photos pour un quotidien. Nous sommes en 2007. À ce moment-là, je suis loin d'imaginer que débute un conflit social qui durera 8 ans. 3 présidents de la République se succéderont. L'un d'eux viendra même sur le parking de l'usine. Campagne électorale oblige. Va commencer pour moi une longue incursion dans ce monde ouvrier. Première victime sacrifiée au nom du libéralisme. Je sillonnerai l'Hexagone muni de caméras, d'appareils photo, en passant par les tribunaux, correctionnels, prud'hommes, manifestations, piquets de grève, blocage d'usines. Défilera devant moi le cortège du monde du travail, et son lot d'accidents, de maladies professionnelles, de plans sociaux, de répression syndicale. Non, qu'as-tu ? C'est là que tout a commencé. En 2007, la direction a décidé de fusionner les 2 usines, Goodyear et Dunlop, et au passage, modifier l'organisation du temps de travail. Le fait que Dunlop passe en 4-8, on a commencé à nous matraquer complètement chez Goodyear. Et un premier plan social a été donc mis en place par la direction de 460 salariés à peu près. 8 salariés des Goodyear, militants de la CGT, ont été condamnés à des peines de prison ferme. Et ça faisait un demi-siècle que la justice n'avait pas
condamné des militants qui ont agi à l'intérieur de leur entreprise pour défendre les droits des salariés à des peines de prison. Mon sentiment après 9 ans de conflit, c'est un énorme gâchis, parce que c'était une entreprise qui tournait bien, c'est un groupe qui fait des milliards de bénéfices, mais qui n'en fait pas assez et qui veut délocaliser dans des pays à bas coût. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi.